Bonjour à toi, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours Blender 3D avec la fabrique d'univers. Aujourd'hui nous poursuivons notre voyage dans le fonctionnement du logiciel et je vais te présenter certains objets que je n'ai pas encore pu te montrer jusqu'à maintenant, notamment les surfaces, les lattices et les textes. Alors, c'est le moment de mettre le petit pouce en l'air, l'abonnement, d'activer la petite cloche et c'est parti! Et nous voilà donc dans Blender. Alors comme la vidéo précédente portait sur les courbes, nous allons rester dans le thème et aborder les objets de type surface. Mais qu'est-ce donc qu'une surface dans Blender et quel rapport a-t-elle avec les courbes? Définissons cela ensemble. Les surfaces sont des courbes complexes de type NURBS. Elles sont définies mathématiquement. Ces courbes possèdent les mêmes géométries que les primitives sphère, cylindre, torus et plane. Les surfaces sont utiles notamment pour faire de la retopologie par exemple. Si on crée un nouvel objet surface, on constatera que son menu d'ajustement de la dernière opération, ici en bas à gauche, comporte assez peu d'options. On pourra uniquement y régler un radius, l'alignement dans l'espace, sa position sur les axes X, Y, Z, ainsi que sa rotation sur les mêmes axes. On retrouvera beaucoup plus d'options dans son menu de data. Mais avant d'observer ce menu, passons en mode Edit afin de voir comment se constitue notre objet. Voilà, en mode Edit, on peut constater que l'objet est composé de courbes, NURBS, qui vont se relier entre elles et créer une shape ici au milieu. C'est notamment sur cette shape et les splines qu'on va pouvoir agir dans le menu de data. Dans l'onglet Shape, on peut modifier la résolution de la géométrie et ajouter des détails à la surface. Plus la résolution est élevée, plus la surface est détaillée et lisse. Plus la résolution est faible, plus la surface est rugueuse. On dispose de deux paramètres de résolution, l'axe U et l'axe V, soit un pour chaque axe d'interpolation. Les axes U seront en rouge et les axes V seront en jaune. Activons le wireframe dans le menu Overlay pour rendre cela visuel et plus compréhensible. Ici, on peut voir le maillage de notre objet. Si je vais augmenter ici le chiffre en U, vous voyez que ça ajoute des lignes sur l'axe U. De même pour l'axe V. On pourra ajuster différemment la résolution pour la preview, c'est-à-dire pour le travail et pour le rendu. Cela permet notamment d'alléger les calculs en travail. Pour cela, on pourra mettre une valeur différente en rendu. Si on la laisse à 0, c'est-à-dire par défaut, il prendra la même valeur que la preview. L'onglet Texture Space est strictement le même que pour les courbes. Je vous renvoie donc à notre dernière vidéo où nous l'avons détaillé. L'onglet Active Spline maintenant permet de contrôler certaines propriétés de la spline, c'est-à-dire de l'ensemble des segments qu'on peut voir sur notre surface et qui relient nos points de contrôle. On a pour commencer le cyclique. Le cyclique va être, à l'instar des courbes, un moyen de fermer et boucler notre surface sur les axes horizontaux V ou les axes verticaux U. Si on les coche, on peut voir que notre boucle vient se fermer. L'option Bézier, si elle est activée, transforme les points de contrôle afin qu'ils agissent comme des poignées libres d'une courbe de Bézier. Je vais vous les montrer sur un cylindre, ce sera plus parlant. Ici vous le voyez, l'option Bézier est activée. Si je la désactive, on peut constater que la shape a changé. Ici, elle n'est plus aussi ronde, elle vient coller plus au point et se comporte un peu plus, du coup, comme une NURBS. Si je réactive le Bézier sur U, tout redevient bien cylindrique. Revenons sur notre surface plane. Pour terminer, on a le Endpoint, une option qui va forcer la shape à aller toucher les points des extrémités de nos axes U et V. L'option Order UV permet de contrôler dans quelle mesure la forme de la surface est proche ou éloignée des points de contrôle. Plus ils sont proches, et plus la forme est anguleuse. Ils ne peuvent être inférieurs à 2 ni supérieurs à 6. L'option Résolution UV modifie la résolution de chaque segment en changeant le nombre de subdivisions. Ici, comme vous pouvez le voir, ça correspond à la subdivision de notre shape, un petit peu comme on a pu le voir dans la preview ici en haut. Pour terminer, on a l'option Smooth qui permet d'activer ou de désactiver le Smooth Shading, c'est-à-dire le lissage de l'ensemble de notre géométrie.
voyons maintenant ce qu'il en est de l'édition des surfaces. Alors en mode Edit, on pourra modifier un point ou une sélection de points dans l'espace. Par exemple, si je sélectionne ce point ici et ce point ici, je pourrais les déplacer à l'aide de l'outil Grab, Rotate, Scale ou Transform. On constate que seul l'outil Shear est présent dans la barre. Cependant, on peut également utiliser à l'aide de la fonction de recherche les outils Bend, ToSphere, Push-Pull, Warp et Randomize. En ce qui concerne l'extrusion et la subdivision, contrairement au maillage et aux courbes, on ne peut ajouter directement de nouveaux points de contrôle à une surface. Cela n'est possible qu'en extrudant une rangée complète de points. Par exemple, ici, je peux sélectionner ces deux points et essayer d'extruder, ça ne fonctionnera pas. Mais si je sélectionne toute la ligne, cette fois, je fais E pour extruder et on voit que ça fonctionne. La fonction de subdivision, elle, est totalement inutile. On voit que ça n'ajoute aucun point sur notre ligne. Dans les objets de type surface, on trouvera cependant une exception à cela. Si je reviens en mode objet, je vais supprimer ma surface et je vais aller chercher une nouvelle surface de type NURBS Curve. Cette fois, il ne s'agit que d'une simple courbe. Si je passe en mode Edit, je vais pouvoir faire un clic droit, Subdivide et lui ajouter des points. Tout simplement parce que pour l'instant, elle n'a qu'un seul axe, l'axe jaune. Si je fais une extrusion vers le haut ici par exemple, EZ, j'ai maintenant un axe rouge en plus, et si j'essaye de subdiviser, ça ne fonctionne plus. C'est également vrai pour joindre des courbes. Ici, je n'ai qu'un axe. Si je duplique ma courbe et que je la place plus haut, je peux sélectionner les deux courbes et faire un F pour les joindre. Un autre point bien important à retenir concernant les surfaces, c'est que ce sont des objets en 2D. Vous ne pourrez donc rien extruder à l'intérieur, ça n'aurait aucun sens. On a également une autre fonction fort intéressante concernant les surfaces, et pour ça je vais vous le montrer sur une sphère. Donc si je prends ma sphère ici, que je passe en mode Edit, je vais pouvoir sélectionner un ou plusieurs points et les assigner à un objet extérieur afin de les contrôler. Pour ça, je peux me rendre dans le menu Control Point, Hook. Ou alors je peux faire CTRL H dans le viewport et là je vais sélectionner Hook to New Object, hameçonner un nouvel objet. Et on constate qu'on a un objet empty qui est apparu ici au coin de notre point sélectionné. Si je reviens en mode objet et que je déplace cet empty, ça va déformer mon objet en tirant sur le point qui a été assigné au hook. Si on regarde sur la courbe, le hook est un modifieur qui est ici et qui est relié à un objet empty. Comme nous n'avons pas encore vu ce type d'objet que nous utiliserons régulièrement, faisons une petite parenthèse définition. Les empty sont des objets vides, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas visibles au rendu. Ils sont utiles pour contrôler la position ou le mouvement d'un autre objet, ou comme cible pour un modifieur ou des contraintes. Il existe 8 empty de forme géométrique basique. Refermons la parenthèse et revenons-en à nos surfaces. Pour terminer, il est important de noter que les surfaces sont des objets qui sont convertibles, un peu comme on a pu le voir concernant les métaboles dans les dernières vidéos. Pour ça, on va pouvoir faire clic droit, Convert to Mesh. Et comme vous pouvez le voir, c'est devenu un maillage. Cette fois, on n'a plus de point de courbe pour le contrôler. Si modifieurs il y avait, ils ont également été appliqués, déformant ainsi le maillage. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux dire en introduction sur les surfaces. Mais fait amusant, on peut également obtenir des contrôles similaires à celui des surfaces directement sur un mesh. Pour cela, on utilisera un autre type d'objet, les lattices. Et je vais créer un lattice. Shift A, on va aller ici en lattice. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lattice ? Les lattices sont des treillis 2D ou 3D permettant de contrôler des éléments à l'aide notamment de modifieurs. On peut définir le nombre de points de contrôle d'un lattice dans son menu Data. On pourra les définir sur les axes U, V et W. On peut également y définir le type d'interpolation de nos points sur ces mêmes axes. Ici on va lui mettre 6 partout. Et là on se retrouve avec un cube qui fait 6 points sur 6 points sur 6 points.
Pour vous montrer un exemple, je vais lui ajouter ici un ballon de basket et je vais faire grossir mon lattice pour qu'il dépasse mon ballon. Mon ballon est bien dans la cage, je vais maintenant sélectionner mon ballon et je vais venir dans ses modifieurs. Et je vais lui ajouter un modifieur de type déforme lattice. Dans la cible d'objet, je vais aller piquer mon lattice. Si maintenant je veux donner un effet dégonflé à mon ballon, je peux sélectionner mon lattice, passer en mode edit et je vais pouvoir déformer mon ballon. Je vais sélectionner les points du dessus, je vais activer l'édition proportionnelle ici en haut et je vais l'écraser en jouant avec la proportionnelle. Hop, je vais peut-être sélectionner un peu moins de points. Et voilà, si je retire l'overlay pour cacher le lattice, on peut constater que mon ballon a un aspect dégonflé. Il suffit de supprimer ou le lattice ou le modifieur pour annuler l'effet du lattice. Je peux également assigner un modifieur hook à un point et à un objet pour déformer mon lattice. Si je le sélectionne et que je lui mets un modifieur hook, que je crée un empty dans ma scène, je vais pouvoir relier cet empty à mon hook, sélectionner un ou plusieurs points de mon ballon et les assigner au hook. Ainsi, si je déplace mon objet, on constate que ça déformera le point qui a été sélectionné. Il est également possible d'utiliser les lattices d'autres manières, comme en créant une sorte de hitbox pour que l'objet porteur déforme un autre objet. Par exemple, pour animer une boule qui déformerait un tuyau en avançant dedans. Il est également possible de déformer la cible par rapport à la surface d'un autre objet. Pour en savoir plus sur ces possibilités, je vous renvoie au tutoriel numéro 54, déformer un objet avec un autre automatiquement, déjà disponible sur la chaîne, ainsi qu'au numéro 67, déformer un objet à l'aide d'une surface qui arrive ce 12 avril 2025. Passons maintenant aux objets de type texte. Les objets texte partagent exactement le même menu d'ajustement de la dernière opération que les surfaces, c'est-à-dire un radius, l'alignement dans l'espace, la position et la rotation sur X, Y et Z. L'essentiel de leur édition se déroule en viewport 3D et dans leur menu de data. Les onglets shape, texture et géométrie sont partagés avec les courbes. Pour plus de détails sur leur fonctionnement, je vous renvoie au cours numéro 7 de la modélisation partie 5, courbes et curves, dans lequel je les détaille. Rappelons seulement que la shape permet de modifier la résolution du texte et que la géométrie, elle, permet de donner du volume à notre objet selon plusieurs méthodes différentes. L'onglet Font, quant à lui, permet de gérer les polices d'écriture. On définit une police pour chaque style en cliquant sur le petit dossier ici à côté. On pourra en définir une pour le régular, le bold, l'italique et le bold et l'italique. Si on passe en mode edit, on aura également les boutons pour assigner le bold, l'italique, le soulignement, ainsi que la modification de casse pour passer de majuscule à minuscule et inversement. Ces options sont également disponibles dans le viewport, soit avec le menu texte ici en haut, soit avec les raccourcis CTRL B, CTRL I, CTRL U, CTRL P. En dessous, on retrouvera le transform, donc dans celui-ci, on retrouvera la taille du texte, le shear qui contrôle l'inclinaison du texte. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'italique. Object Font, qui permet de créer des polices d'écriture directement dans Blender avec des objets 3D, mais c'est un processus complexe auquel je réserve un cours d'approfondissement complet. En dessous, on retrouvera le Text on Curve, qui permettra d'assigner le texte à une courbe afin que ce dernier la suive. Ici, je vais chercher ma courbe. Et on constate que le texte suit ma courbe. Cependant, pour ce genre de choses, je préfère utiliser un modifieur de type Deform Curve qui offre en plus le contrôle du choix de l'axe sur lequel se fera la déformation. Ensuite, on retrouve l'Underline Position qui va concerner le soulignement et sa position, l'épaisseur de l'underline, et le Small Caps qui va concerner les majuscules ici du Small Cap. On pourra les faire grandir ou rétrécir. Ensuite, on aura l'onglet Paragraphe. Celui-ci permet de mettre le texte en forme. On y retrouve les types d'alignement horizontaux classiques, left, center, right, justify and flush, ainsi que les types d'alignement classiques sur les axes verticaux.
on retrouvera la position en haut, en bas ou au milieu. À chaque fois, le texte sera placé par rapport à son point d'origine. Ici, on voit que le point d'origine est placé au milieu du texte. En top, le point d'origine est placé en haut et en bottom, le point d'origine est placé en bas. On retrouvera ensuite l'espacement en dessous, donc l'espacement des caractères dans les mots. En dessous, on retrouvera l'espacement des mots eux-mêmes, l'espacement des lignes et un offset qui permet de le gérer par rapport au point d'origine. Et pour terminer, on a l'onglet Text Box. Alors les text box sont des zones de texte qui permettent de répartir le texte entre des zones rectangulaires dans un même objet texte. On définit leur nombre, on les positionne et on les redimensionne librement. On va avoir le Add Target Box ici, qui va nous permettre d'ajouter, comme vous pouvez le voir, des boîtes. Pour l'instant, on voit rien, mais si je viens modifier leur dimension ici, on va les voir apparaître. On peut définir également leur overflow, qui définit la gestion de débordement de texte dans l'espace disponible. On a plusieurs options, l'option Overflow qui permet de garder simplement le texte en cours d'exécution hors de la dernière boîte, le Scale to Fit qui va mettre à l'échelle le texte pour l'adapter à l'espace disponible, et le Truncate qui va masquer la fin du texte qui ne tient pas dans l'espace disponible. On va pouvoir bien sûr gérer la largeur et l'emplacement de nos boîtes. Cependant, la navigation entre les boîtes elles-mêmes est particulièrement peu ergonomique. C'est pas si simple que ça à utiliser et à placer. Finalement, il vaut mieux utiliser des textes séparés. Et c'est tout ce que je peux vous dire sur les textes pour le moment. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner, de la commenter et pourquoi pas de nous soutenir sur Tipeee si vous le pouvez, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo de cours sur la fabrique d'univers et d'ici là, portez-vous bien. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.